Est-ce que vous vous êtes déjà demandé si votre vie pouvait réellement changer? Est-ce que vous avez déjà eu le sentiment que votre vie était une succession de schémas répétitifs, de remontées et de rechutes en permanence? Parce que moi, ça a été mon cas pendant des années. Actuellement, je me trouve à une sorte de croisement, une sorte de carrefour de ma vie où j'ai ce sentiment très profondément ancré qu'une nouvelle page peut s'écrire, que j'arrive à un nouveau chapitre de ma vie et que pour une fois, peut-être, les choses vont vraiment changer. Je vous en ai un petit peu parlé dans ma dernière vidéo où je vous parlais de mon déménagement, où je vous expliquais un petit peu ce sentiment de nouvelle vie et de nouveaux chapitres. Mais dans cette vidéo, j'ai envie de rentrer un peu plus dans les détails en vous faisant un live update un peu plus complet que juste la question de mon logement. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer un peu où j'en suis par rapport à ma santé physique, notamment par rapport à l'errance médicale. Je vais vous parler un petit peu de où en est ma santé mentale, car vous le savez peut-être si vous me suivez depuis longtemps, mais elle a toujours été très fluctuante. Et je vais vous expliquer un petit peu où j'en suis dans ma vie de manière générale. Le but de cette vidéo, c'est de vous informer, de vous tenir au courant si vous me suivez depuis longtemps. Et si vous ne me connaissez pas forcément, ça va être aussi l'occasion de partager un petit peu avec vous les thématiques que je compte aborder sur ma chaîne en 2025. Parce que forcément, ce qui se passe dans ma vie a un véritable impact sur les sujets que j'aborde. Je vais commencer dans un premier temps par vous dire un peu où j'en suis au niveau de ma santé physique. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas forcément ou qui n'ont pas suivi, pour faire une petite rétrospective, il faut savoir que j'ai fait un burn-out qui a commencé mi-2022 et qui a duré vraiment toute l'année 2023. Pendant cette année, j'ai également commencé à avoir des problèmes de santé au niveau physique, notamment des troubles au niveau urogynécologique qui ont mené à 3 diagnostics. D'abord un diagnostic d'endométriose, puis un diagnostic d'adénomiose et enfin une cystite interstitielle qui a été confirmée par cystoscopie. Donc ça a été déjà assez intense de me rendre compte que j'avais 3 maladies chroniques en si peu de temps et j'avais vraiment l'impression que ça avait été un peu déclenché par le burn-out. Malheureusement, ça ne s'est pas arrêté là puisque au début de l'année suivante, donc en 2024, je me suis rendu compte que j'avais d'autres symptômes qui ne s'expliquaient pas par ces 3 maladies. Des symptômes qui n'avaient rien à voir avec l'aspect urologique ou gynécologique. J'avais des symptômes assez généralisés, des douleurs chroniques, des nausées, de la tachycardie. Donc c'est là qu'a vraiment commencé mon parcours d'errance médicale, même si en soi ça fait quand même des années que j'ai des soucis de santé inexpliqués. C'est là que j'ai vraiment commencé les démarches pour avoir des réponses. Et je m'estime donc très chanceuse d'avoir pu avoir des réponses au bout de seulement 1 an, quand on sait à quel point les errances médicales peuvent durer très longtemps. Donc dans cette vidéo, je ne vais pas vous raconter en détail toutes les étapes de cette errance médicale parce que je prévois justement de faire une vidéo spécifique sur le sujet où je vous expliquerai les suppositions que j'ai pu avoir, les examens que j'ai fait, comment ça s'est passé, etc. Je vais vraiment vous raconter tout en détail parce que ça a été quand même une expérience très intense, mais ce serait trop long à intégrer à cette vidéo, donc je vais rester quand même assez droit au but aujourd'hui et je vais simplement vous dire les diagnostics que j'ai obtenus récemment. Donc suite à cette année avec de nombreux examens qui ont pour la plupart été négatifs et n'ont pas apporté de réponse, j'ai finalement le 28 février 2025 obtenu la confirmation d'un diagnostic que j'avais commencé à suspecter il y a quelques mois, qui est le syndrome d'Ehlers dans l'os. Certains disent que c'est une maladie rare, d'autres disent qu'elle est juste sous-diagnostiquée mais qu'elle est bien plus répandue qu'on ne le pense. Personnellement, c'est un peu l'impression que j'ai aussi. C'est une maladie qui est assez connue dans le milieu de la neuroatypie parce qu'elle concerne principalement les personnes autistes et TDAH. Je ne saurais pas vous expliquer pourquoi, je trouve ça assez fascinant qu'il puisse y avoir un lien entre la neurodivergence et des maladies qui touchent au tissu conjonctif et au collagène, puisque c'est le cas de ce syndrome. Mais en tout cas, voilà, c'est une maladie chronique qu'on a de naissance, c'est pas une maladie qui se développe. Par contre, les symptômes invalidants peuvent se manifester à différents âges de la vie et c'est une maladie qui a la particularité, comme elle concerne les tissus conjonctifs, de pouvoir se manifester un peu de manière très variée et de toucher un peu le corps entier, c'est-à-dire aussi bien des symptômes au niveau des yeux que des articulations, de la peau, du système digestif, etc. Ça peut vraiment toucher le corps entier et c'est en grande partie la raison pour laquelle c'est si difficile à diagnostiquer. Et l'autre raison, c'est que tout simplement il n'y a pas vraiment de test officiel pour diagnostiquer cette maladie. Les tests de labo sont souvent normaux, il n'y a rien d'observable ni à l'échographie ni à l'IRM et certaines personnes parlent d'une biopsie cutanée qui permettrait de confirmer le diagnostic ou de certains tests génétiques, mais ma rhumatologue m'a dit que c'était pas officiellement approuvé dans ce type spécifique de SED qui est le type hypermobile. Parce qu'il existe plusieurs types de syndrome d'Ehlers dans l'os et celui-là est le plus répandu mais aussi le plus dur à diagnostiquer. Donc je vais pas développer davantage dans cette vidéo, je viens tout juste d'avoir la confirmation de ce diagnostic et j'ai encore besoin de l'assimiler, je l'ai pas encore totalement intégré, mais voilà, comme c'est pas forcément quelque chose que tout le
le monde connaît, j'avais quand même envie de vous expliquer un petit peu ça. Mais en fait, il se trouve que ce diagnostic n'est pas venu seul, puisque il y a très souvent des syndromes qui sont associés. Donc ça peut être le syndrome de Raynaud par exemple. Moi dans mon cas, j'ai 2 syndromes qui sont corrélés à Ehlers-Danlos, qui sont la dysautonomie, donc les dysfonctions du système nerveux autonome et notamment la tachycardie orthostatique, ce qui fait que tout simplement j'ai énormément de mal à rester debout parce que mon système nerveux autonome a beaucoup de mal en fait à réguler les fonctions autonomes du corps, donc tout ce qui va être la tension, les battements du cœur, la respiration, la régulation thermique du corps, etc. Tout ce qui est géré en fait en automatique par le système nerveux fonctionne mal. Donc ça fait que typiquement j'ai énormément de mal avec la position debout, ce qui est compliqué pour prendre les transports, les files d'attente, et ça se déclenche particulièrement quand j'ai chaud, donc soit en été, soit par exemple après une douche ou un bain. Et l'autre syndrome associé à Ehlers-Danlos, dans mon cas en tout cas, c'est la neuropathie des petites fibres. Et en fait c'est ça qui fait que depuis avril 2024, j'ai perdu la sensibilité dans de très nombreuses zones de mon corps, en particulier les jambes, mais aussi quelques zones au niveau du dos, des épaules, du cou et des bras. En fait, la neuropathie des petites fibres, c'est le seul syndrome qui peut expliquer une perte de sensibilité cutanée qui ne se repère avec aucun examen neurologique, que ce soit au niveau du système nerveux central ou périphérique. Ça, je vous l'expliquerai dans ma vidéo sur l'errance médicale plus en détail. La seule explication qui restait, c'était la neuropathie des petites fibres. Or, il se trouve que la dysautonomie et l'atteinte des petites fibres nerveuses est aussi fréquente en association avec Ehlers-Danlos. Mais c'est pas un symptôme à proprement parler, en tout cas c'est clairement corrélé. Et ça peut paraître être pas de chance, mais je pense également que les 3 autres diagnostics que j'ai eu en 2023 sont liés à Ehlers-Danlos, puisque ce sont aussi des comorbidités fréquentes. Donc tout ce qui va être maladie gynécologique et également les troubles urologiques, donc les troubles au niveau de la vessie, tout ça c'est aussi très fréquent. Donc en fait Ehlers-Danlos, le problème c'est que c'est une maladie qui non seulement va atteindre énormément de parties du corps, et en même temps c'est aussi une maladie qui a beaucoup de comorbidités, dont, comme je vous l'avais dit aussi au début, la neuroatypie. Et donc ça, vous le savez peut-être déjà, mais il se trouve que j'ai aussi un TDAH. Donc ça fait quand même un bagage assez chargé au niveau de ma santé, surtout que j'ai obtenu du coup quasiment 6 diagnostics en l'espace de 2 ans. Donc c'est quand même très intense à assimiler, sachant qu'avant ça, je sentais que j'étais pas forcément en très bonne santé, mais je pensais que c'était causé en fait par ma santé mentale et par mes traumatismes. Mais en fait non, le fait est que j'ai des maladies chroniques et que je dois maintenant apprendre à vivre avec. Donc ça c'était un peu la partie la moins joyeuse de ma vidéo, mais je vous annonce pas du tout ça pour dramatiser ou d'une manière négative, parce que comme je vous l'ai dit, je vais mieux. Et en fait pour moi, ces diagnostics c'est quelque chose d'extrêmement positif, parce que le plus dur à vivre, ça a été l'apparition des symptômes. Ça a été quand mon état de santé s'est dégradé. Là, c'était difficile. Évidemment, je sens que je suis quand même invalide, je sens que j'ai quand même un fonctionnement qui est différent d'une personne en bonne santé. Malgré tout, en fait, je suis quand même contente parce que j'ai obtenu des diagnostics. Et j'ai la chance d'avoir eu ces diagnostics assez rapidement parce que, franchement, chez moi, l'errance médicale, c'était une énorme source de souffrance. J'avais trop besoin d'explications, j'avais trop besoin de réponses et je me suis vraiment acharnée pour passer les examens et pour pouvoir enfin trouver les médecins qui m'écouteront. Et cet acharnement a payé et c'est pour ça aussi que j'ai envie de vous partager dans une vidéo mon parcours avec l'errance médicale pour vous expliquer un peu comment j'ai fait pour obtenir des réponses. Bref, cela étant dit, tout ce que vous devez retenir principalement, c'est que pour moi, le fait d'avoir un diagnostic, et même plusieurs, c'est un énorme soulagement. D'une part parce que j'ai plus besoin justement de chercher, j'ai plus besoin d'enchaîner les examens, les prises de sang, les scanners. Je n'en pouvais plus, honnêtement. Je crois même que j'ai fait une sorte de burn-out médical l'été dernier parce que j'ai eu une petite rechute dépressive très intense au mois de juillet et début août l'année dernière, et c'était vraiment pile après tous les examens assez invasifs et difficiles que j'ai vécu et sans réponse au début de l'année 2024. Donc je pense que c'était vraiment lié à ça. Pour cette raison, déjà rien que ça, c'est un énorme soulagement. Et puis aussi tout simplement parce que je me sens beaucoup plus légitime, je sens que ma souffrance est enfin reconnue et ça me donne la force d'apprendre à vivre avec maintenant que c'est confirmé, c'est pas juste un truc que je suis seule à percevoir, maintenant c'est écrit noir sur blanc, donc j'ai pas du tout vécu ce diagnostic d'une manière négative. Passons maintenant à la deuxième partie de cette vidéo qui concerne ma santé mentale. Pour ça il faut remonter un petit peu plus loin parce que personnellement j'ai toujours eu des difficultés avec ça depuis l'enfance, tout simplement parce que j'ai eu beaucoup de traumatismes dans l'enfance et l'adolescence et j'ai des problèmes de santé mentale depuis l'âge de 9 ans. La pire période de ma vie à ce niveau-là, ça a été entre mes 9 ans et mes 16 ans, et puis ensuite à partir de 16 ans j'ai vécu avec des périodes où ça allait mieux, des périodes de rechute, etc. C'était assez fluctuant jusqu'à, je dirais, 2019 où là j'ai vraiment connu un épisode dépressif assez sévère. Ensuite j'ai remonté un peu la pente en 2020, 2021 jusqu'à mon burn-out en 2022, et là ça a été à nouveau un très gros tremblement de terre dans ma vie. Et ça fait donc écho avec ce que je disais au début de la vidéo, qui est la question de est-ce que la vie peut changer, est-ce que notre vie peut changer, et notamment
Pour quelqu'un comme moi qui a vécu des très grosses difficultés au niveau de sa santé mentale depuis l'âge de 9 ans, vous vous doutez bien que pour moi c'est compliqué d'imaginer une vie où je pourrais être heureuse et en bonne santé. Et encore plus maintenant que je sais que j'ai en plus des maladies chroniques sur le plan physique. Je commence à penser que peut-être un jour je pourrais être heureuse. Pendant très longtemps je me suis posé la question, il y a eu des moments où j'en étais sûre, des moments où j'avais l'impression que je le serais jamais. Clairement je pense pas que ce sera aussi facile que pour une personne qui n'a pas eu de traumatisme, surtout que j'ai un trouble post-traumatique complexe dû à des traumatismes très nombreux dans l'enfance et l'adolescence, donc ce sont les traumatismes les plus durs à traiter. Je peux pas vraiment faire 2 MDR pour des traumatismes aussi nombreux, donc je suis assez démunie et la seule chose qui peut m'aider c'est vraiment la thérapie sur du très long terme, et c'est ce que je fais. C'est ce que je fais et j'essaye vraiment d'aller mieux. Et je pense au fond que j'ai toujours été une personne très résiliente et très optimiste parce que j'ai toujours voulu essayer de vivre une vie normale. J'ai toujours voulu m'en sortir malgré mon passé, malgré l'anxiété, malgré mes troubles dépressifs, etc. Et en fait, j'avais quasiment réussi, mais il y avait un truc que j'avais pas pris en compte, c'est le fait que je ne peux pas fonctionner normalement et en voulant à tout prix me forcer à le faire, ça m'a mené au burn-out. Aujourd'hui, j'ai une approche un peu différente. Je me rends compte que peut-être que j'aurais pas les mêmes ressources qu'une personne qui n'a pas vécu tout ce que j'ai vécu, et encore plus maintenant que je sais que j'ai ces maladies chroniques. Peut-être que je pourrais pas fonctionner de la même manière, avoir une vie aussi remplie. Encore que ça, c'est discutable puisque je suis quand même quelqu'un de très hyperactif, mais voilà, je sais que mon fonctionnement est différent, mais pour autant, je pense que si j'arrive à trouver le bon rythme, le rythme qui me correspond, je pourrais peut-être trouver ma manière d'être heureuse, malgré les maladies, malgré mon passé, malgré tout. En ce moment, j'ai vraiment cet espoir qui me porte, j'ai cet espoir de changement, tout simplement parce que je me rends compte que factuellement, je vais mieux. Ma santé mentale va mieux et elle est de plus en plus stable depuis quelques années. Et en fait, je m'en étais pas rendu compte avant parce que j'ai vécu tellement d'obstacles sur ma vie personnelle, finalement, m'ont un peu aveuglée par rapport à ma propre guérison. En fait, je pouvais pas constater mon cheminement personnel puisque à chaque fois que je remontais un petit peu la pente, je me prenais des ouragans en fait dans ma vie et du coup ça a été compliqué en fait de percevoir ça, et maintenant que je vais mieux, en fait, je me rends compte du chemin parcouru, je me rends compte de ma résilience. Effectivement, depuis que j'ai 16 ans, j'ai vécu beaucoup de choses, j'ai eu beaucoup de rechutes, ça n'a pas toujours été facile, mais j'ai vraiment essayé de me construire une vie. Malgré mon passé, j'ai essayé de vivre plein d'expériences, j'ai voyagé, j'ai fait des études, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être dans un couple très épanouissant, je suis en train de prévoir mon mariage, donc j'ai vraiment réussi à m'extirper de ce passé psychiatrique assez sombre pour essayer de mener une vie la plus normale possible. Mais ces dernières années, en fait, j'ai beaucoup avancé, mais ça a été fortement ralenti par différents aspects. Il y a eu premièrement le fait que j'ai connu énormément de deuil, principalement dans l'entourage de mon copain, mais du coup qui est aussi le mien maintenant. On a connu en tout 5 décès dans notre entourage proche entre 2021 et 2024, ce qui est extrêmement condensé. La deuxième chose, comme vous le savez maintenant, j'ai aussi eu mon burn-out qui m'a fait vraiment toucher le fond. Et ensuite, comme vous le savez aussi maintenant, il y a eu cette lourde errance médicale que j'ai connue ces derniers mois. Tout ça mis bout à bout, ça fait que depuis 2020, j'ai pas vraiment eu l'occasion de pouvoir constater ma guérison. Du coup, j'avais une sensation de stagnation énorme. J'avais l'impression d'être condamnée à toujours replonger à chaque fois que je commençais à me sentir un peu heureuse. Mais aujourd'hui, voilà, j'ai pris un peu de recul sur tout ça et par chance, j'ai eu une petite période d'accalmie. Et là, dernièrement, les derniers obstacles qu'il y avait encore à mon bien-être et à ma guérison, c'était justement le fait que j'étais toujours en errance médicale. Mais voilà, j'ai aussi eu cette histoire de déménagement. Quand on a appris en août qu'on allait devoir déménager, j'ai vécu les 4 mois qui ont suivi dans l'incertitude et j'ai un peu mal vécu. Ça me déstabilisait beaucoup de savoir que j'allais devoir déménager mais de pas savoir où et quand. C'était une très grosse charge mentale. Ça fait que là, 2 des plus grosses charges mentales que j'avais dernièrement, à savoir ce déménagement à prévoir et mon errance médicale, j'en suis débarrassée et tout ça en l'espace de 2 mois. Donc c'était très inespéré honnêtement et je pense que c'est vraiment ce double déblocage qui fait que je me sens si bien en ce moment. En plus de ça, par rapport au burn-out, là je crois vraiment que j'en suis sortie. J'ai toujours pas fait ma vidéo de témoignage sur ce burn-out tout simplement parce que j'attendais de sortir de l'errance médicale puisque clairement l'aspect maladie chronique était hyper lié en fait à ce burn-out. Je sais pas quelle était la cause et quelle était la conséquence. Est-ce que c'est les maladies sous-jacentes qui ont déclenché le burn-out ou est-ce que c'est le burn-out qui a révélé, comme catalysé en fait ces maladies un peu dormantes? Ça je ne sais pas. Mais en tout cas c'est clairement lié et je voulais attendre un peu d'avoir toutes les réponses pour témoigner là-dessus. Tout ça pour dire que ça n'a vraiment pas été des années faciles dernièrement, mais que là les derniers obstacles en fait qu'il y avait à ce que je me sente bien
se sont levés et je pense que là, si je ne vis pas de drame particulier dans ma vie dans les prochaines semaines et les prochains mois, je vais pouvoir vraiment me concentrer sur ma guérison. Je vais vraiment pouvoir me focaliser sur moi, sur mon avenir, sur ce que je veux faire de ma vie et ce que je peux faire, parce que je dois aussi me réapproprier ma vie avec ce corps qui a différentes pathologies. Heureusement, mes symptômes ne sont pas permanents. En fait, j'ai des crises tous les 3-4 mois ou pendant, on va dire, 4 semaines en moyenne, 1 mois, j'ai mes symptômes qui s'exacerbent, qui sont beaucoup plus invalidants et où je dois vraiment me mettre en pause sur tous les plans, notamment au niveau professionnel. Là, je sens que ça va mieux, c'est pour ça aussi que je suis en forme pour reprendre YouTube. Il y a vraiment des périodes d'accalmie, même si évidemment tout ne disparaît pas, mais en tout cas, il y a vraiment des périodes qui sont bien pires que ça. Et du coup, je vais profiter de ces périodes où j'ai pas trop de symptômes et où ça va à peu près pour essayer d'avancer dans ma vie, prendre soin de moi et retrouver un certain équilibre. Le dernier aspect par rapport à la santé mentale que je voulais vous partager, notamment sur le fait de pourquoi est-ce que je vais mieux. Je pense que c'est parce que j'ai aussi 2 choses qui pesaient aussi sur ma santé mentale qui sont un peu moins présentes dans ma vie maintenant. La première, c'est le trouble dysphorique prémenstruel. Très souvent, quand on a des maladies gynécologiques, on a aussi des problèmes hormonaux et notamment le fait d'avoir des SPM très sévères. Et c'était mon cas, je pouvais parfois avoir jusqu'à des idées noires dans la période qui précédait mes règles et ça, c'était très dur à vivre. Or, il se trouve qu'on m'a mis un implant contraceptif pour mettre un peu en pause l'endométriose, même si évidemment c'est pas si simple, mais en tout cas, ça a un peu apaisé mes symptômes à ce niveau-là et il se trouve que ça a aussi supprimé mon syndrome prémenstruel. Et je pense que le fait de plus avoir ces gros downs une fois par mois, ça a aussi beaucoup aidé à ce que je puisse remonter la pente ces derniers mois, même si c'est clairement pas une solution optimale et que je préférerais ne pas avoir d'hormones dans mon corps, c'est clairement une béquille temporaire très utile qui me permet de pas combattre et être sur tous les fronts à la fois. Donc ça, c'est par rapport au niveau hormonal. Le deuxième point, c'est la dépression saisonnière. Ça fait des années, et j'en ai beaucoup parlé sur cette chaîne, que je souffre d'un trouble affectif saisonnier, c'est-à-dire que je connaissais vraiment des dépressions en fait pendant l'hiver. Mais je pense qu'il y a 2 facteurs qui font que ce n'est plus trop le cas depuis 2 ans. Le premier, c'est évidemment que ça dépend de notre état global. La deuxième chose, c'est que c'est évidemment très relié à la vitamine D. Et là, ça fait maintenant 2 ans que je fais des bilans sanguins et que je fais tester ma vitamine D régulièrement. Et suite à ça, en fait, j'ai commencé à vraiment prendre des cures, des ampoules hautement dosées, parce que je me suis rendu compte que les comprimés que je prenais de manière journalière en hiver, en fait, ça permet de maintenir le taux, mais ça ne le fait pas remonter quand on est carencé. Pour ça, il n'y a que les ampoules fortement dosées qui fonctionnent. Et du coup, c'est ce que j'ai fait sur prescription médicale, avec mon médecin traitant, bien sûr. À ma dernière prise de sang, j'ai pu voir que ma vitamine D était bien remontée, donc là, je ne suis plus en carence. Et je pense que ça explique en très grande partie pourquoi depuis 2 ans, je n'ai pas eu de dépression saisonnière. Donc forcément, le fait de plus avoir de down à la fois tous les mois au niveau hormonal et tous les hivers à cause de ça, ça joue aussi beaucoup dans le fait de me dire que je suis quand même beaucoup plus stable psychologiquement. Donc voilà pour le chapitre santé mentale. C'est un gros morceau, mais le fait est que c'est un cercle vertueux. Parce qu'en fait, quand on commence à aller mieux, on a plus d'énergie, on a plus de force. Et quand on a plus de force, en fait, on peut mettre des choses en place pour aller encore mieux. Par exemple, dernièrement, je me rends compte que j'ai amélioré mon alimentation. J'ai réussi à reprendre des activités qui font du bien, comme la pleine conscience, la méditation, le yoga. Je sais que ça peut paraître un peu cliché, mais clairement, ce sont des outils thérapeutiques qui fonctionnent quand on n'est pas au plus bas. Quand on est au plus bas, on n'a pas la force pour tout ça. C'est pour ça que les gens qui venaient me voir quand j'étais au plus bas me donnaient des conseils d'alimentation ou de sport, franchement, c'était très très mal reçu parce que, en fait, quand on est au fond du trou, on n'a juste pas la force pour tout ça et on essaie juste de survivre. Mais quand on sort en fait de cette survie et qu'on commence en fait à vivre à nouveau, bah là on peut mettre en place des outils thérapeutiques et j'ai très envie en fait de m'intéresser à l'alimentation anti-inflammatoire, à l'hygiène de vie, etc. pour optimiser au maximum en fait mon bien-être, autant au niveau mental que physique et hormonal. Donc cette année, j'ai très envie de partager avec vous sur YouTube ce long cheminement vers la guérison, autant au niveau physique qu'au niveau émotionnel, mental, avec tous les outils que j'ai à disposition, que ce soit, comme vous le savez, le shadow work, la pleine conscience, l'alimentation, l'hygiène de vie. Je vais explorer beaucoup de choses, je vais beaucoup m'intéresser aussi à la régulation du système nerveux, parce que clairement c'est très important quand on a fait un burn-out de savoir repérer les signes et de savoir réguler son cortisol, son niveau d'anxiété, etc. Donc ça c'est aussi un sujet qui m'intéresse. Et évidemment tout ce qui touche aux hormones, parce que le but in fine c'est aussi un jour de pouvoir me passer de l'implant et de pouvoir vivre avec mon endométriose et de plus avoir de troubles dysphoriques prémenstruels, mais de manière naturelle. Donc ça ce serait un peu l'objectif ultime pour les prochaines années. Mais voilà, d'ici là, un combat à la fois, je vais déjà essayer de remettre un peu d'ordre dans ma vie, j'essaie de reprendre ma vie en main et je vais essayer de vous partager tout ça. Donc voilà, c'était un témoignage en toute transparence. Je dis pas que les choses sont faciles, je pense que je ferai des vlogs en fait pour vous partager un quotidien sans filtre. Donc j'essaierai de
vous montrer autant les jours où ça va, comme là, que les jours où je suis au fond du trou et les jours où je peux même pas sortir de mon lit, même si j'aurais pas grand chose à partager ces jours-là. Mais le but, c'est de rester vraiment honnête avec vous et de pas vous montrer une vie édulcorée qui ne montrerait pas la réalité de la maladie chronique, du TDAH et de toutes les choses que je traverse. Voilà, je vais essayer de documenter un peu avec vous mon évolution. Donc j'espère que ça vous plaira. Je vous souhaite une très belle journée. J'ai hâte que vous m'accompagniez dans cette évolution. N'hésitez pas à me partager un peu votre histoire personnelle. Je suis toujours très heureuse de vous lire également. Et sur ce, comme toujours, prenez bien soin de vous. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt.